Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente Les Ailes du patrimoine, un podcast réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la DRAC et le studio Flamboyance. Découvrons ensemble des personnes qui travaillent à la DRAC Hauts-de-France à Amiens et à Lille. Dans cet épisode, nous rencontrons Franck Senand, directeur régional adjoint délégué au patrimoine de la DRAC des Hauts-de-France. Bonne écoute. Franck Senand, je suis directeur adjoint délégué en charge des patrimoines pour la DRAC Hauts-de-France et conservateur en chef du patrimoine. Conservateur en chef du patrimoine, ça consiste à être dans un corps scientifique qui porte un regard, une expertise et des avis sur les monuments historiques d'une manière très générale, de la protection au titre des monuments historiques jusqu'à la restauration et sa valorisation. Ça, c'est le corps auquel j'appartiens, mais aujourd'hui j'occupe d'autres fonctions qui sont celles de directeur adjoint délégué en charge du patrimoine au sein de la DRAC Hauts-de-France, et c'est un poste de directeur de pôle patrimoine qui regroupe plusieurs services du patrimoine pour cette DRAC. Le pôle regroupe 67 agents en tout, donc c'est le pôle le plus important de la DRAC. Et donc le rôle de ce pôle, c'est de mettre en pratique et en œuvre la politique du ministère de la Culture sur le patrimoine dans tous ses champs. C'est évidemment complexe puisque c'est 5 départements, une densité importante aussi sur ce territoire de population. C'est complexe parce que c'est un patrimoine riche, il regroupe toutes les époques et avec une histoire particulière, celle d'une terre de conflits, à différentes époques également, mais des conflits très récents, ce qui fait que nous avons, j'aurais tendance à dire la chance, d'avoir un territoire où l'architecture du XXe siècle s'est beaucoup exprimée, mais parmi d'autres, puisque nous avons aussi de grands édifices, tels que des grandes cathédrales de l'ex-Picardie. Justement, cette diversité qui est une richesse, mais amène aussi quelque part une forme de complexité. Et aussi, on a un projet présidentiel sur ce territoire avec le château de Villers-Cotterêts. Donc vous voyez, beaucoup de sujets qui rendent le travail très dense. Avez-vous un plan de carrière ? Je vais être très honnête, moi je n'avais pas un plan de carrière en me disant je suis rentré au ministère de la Culture, j'ai un plan de carrière. Les choses se sont faites par étapes, par des événements, par des rencontres, par des opportunités. Mais je suis pas rentré, je suis rentré en 97 en me disant t'as un plan de carrière, c'est ça que tu vas faire. Non. Moi j'ai fait des études aux Beaux-Arts, je suis diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Rennes avec un diplôme d'architecte d'intérieur et de designer. Assez rapidement en fait, je me suis orienté vers le patrimoine parce que c'était une forme d'appétence pour moi, enfin c'était un sujet que j'appréciais, que j'avais travaillé dans le cadre de mes études déjà. Donc j'ai commencé en collectivité et ensuite j'ai intégré le ministère de la Culture sur un poste de technicien des bâtiments de France, justement dans un UDAP, donc un service des bâtiments de France, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. J'ai fait ce travail j'ai occupé ce poste pendant 1 an et demi à peu près. J'ai passé un concours d'ingénieur du patrimoine et là j'ai changé donc et de métier et de service tout en restant au ministère de la Culture puisque j'ai intégré la DRAC Rhône-Alpes à l'époque, donc un poste à Lyon et j'ai occupé ce poste d'ingénieur pendant une quinzaine d'années sur 2 territoires, la Savoie et la Loire. J'aime dire que je suis un produit du service des monuments historiques puisque je suis rentré il y a déjà pas mal de temps, c'était en 97 et j'ai évolué au sein de ce service et donc j'ai fait le choix plus qu'une option d'une mobilité géographique parce que je voulais évoluer dans ma profession, dans ma carrière, mais je ne me sentais pas de faire le même travail d'ingénieur sur un autre territoire métropolitain en tout cas. Donc j'ai fait le choix, le pari aussi, de partir en Outre-mer, sur un territoire d'Outre-mer, ce qui a été absolument passionnant, tant sur un plan personnel que sur un plan professionnel, parce que là on change vraiment, on passe dans une autre dimension de territoire. Là je suis parti à l'île de la Réunion. Donc l'insularité, c'est totalement différent et surtout à 10 000 km de la métropole. Je me suis vu confier en fait par intérim la chefferie de la conservation des monuments historiques. Mais statutairement, il se trouve que le ministère de la Culture est parfois un peu cloisonné. Ce niveau de poste normalement doit
doit être pourvu pour le corps des conservateurs ou des AUE. Donc j'ai passé le concours qu'on appelle le tour extérieur des conservateurs du patrimoine, que j'ai obtenu. Et je crois que j'étais le premier ingénieur du patrimoine à réussir ce concours, donc une grande fierté bien évidemment, ce qui m'a permis ensuite de revenir à La Réunion, cette fois-ci comme conservateur et comme conservateur régional des monuments historiques. Donc sur un territoire constitué d'un seul département, mais avec beaucoup de choses à construire en termes de patrimoine. Alors souvent on me disait, mais il y a du patrimoine, il y a des monuments historiques à La Réunion. Bah oui, il y en a 200. À l'époque quand j'y étais, il y en a 200, il y en a un peu plus sans doute aujourd'hui. Et on m'a confié la mission de structurer un service à l'échelle de cette DAC. C'était un service de 4 personnes, mais on a tout créé avec les collègues, aussi bien sur la politique de protection que sur la politique de restauration, que sur le relationnel avec les collectivités, les élus. Et j'ai fait ce travail pendant 4 ans, vraiment passionnant. C'est quand même assez exceptionnel dans une carrière de travailler par exemple sur du patrimoine tamoul, sur des fresques de temples tamoul, ou sur des ponts métalliques de l'industrie sucrière, sur des églises de type colonial en tôle. Enfin voilà, c'était vraiment très riche. Ça complétait mon parcours. Et à un moment donné, je me suis posé aussi la question d'une nouvelle mobilité, pour des raisons aussi personnelles. Donc j'ai postulé sur le poste de conservateur régional des monuments historiques Hauts-de-France, pour lequel j'ai été recruté. J'ai pris mes fonctions à une date qui ne s'oublie pas, puisque c'était au mois de mars 2020, donc le jour du confinement. Voilà, donc on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'était une prise de poste particulièrement inattendue et compliquée. Mais ça a été très formateur, encore une fois, et humainement, ça a été une belle aventure. Donc, au bout de 2 ans et quelques mois, le poste de directeur adjoint, donc directeur régional adjoint délégué au patrimoine, a été vacant et je me suis présenté parmi d'autres candidats et j'ai été retenu. Donc c'est un poste que j'occupe aujourd'hui depuis le mois de mars, mais avec une forme d'intérim, donc à plein temps maintenant depuis le mois de juin. Donc c'est un nouveau poste, voilà, dans ma carrière. C'est important, à mon sens, et c'est une chance que nous offre l'administration, c'est d'avoir on peut faire ce choix de la mobilité. Et moi, je l'ai toujours vécu comme un enrichissement. Et de permettre aussi de faire valoir notre expertise sur d'autres territoires, où on est attendu aussi finalement. Donc voilà, c'est une belle fierté pour moi. Trouvez-vous qu'il y a une représentation homme-femme équilibrée dans les postes à responsabilité au ministère de la Culture ? Au ministère de la Culture, ça n'a jamais, moi je l'ai jamais ressenti comme étant une sorte de sujet, une sorte d'évidence sur un déséquilibre homme-femme. On a cette chance, je pense, au ministère de la Culture, d'avoir des métiers qui sont, je sais pas si c'est le mot, pas genrés, en tout cas, qui ne sont pas hommes ou femmes. On a des métiers qui sont partagés, et ça, je l'ai toujours vécu comme ça dans ma carrière. J'ai été en position de chef de service, mais avec des supérieurs hommes ou femmes. J'ai fait partie d'équipes où la mixité était, à mon sens, réunie et alors équilibrée. Parfois plus de femmes que d'hommes, mais voilà. Enfin, en tout cas, cette chance dans ce ministère, en tout cas pour les métiers du patrimoine, tel que moi je l'ai vécu dans toute ma carrière, c'est j'ai toujours rencontré cette mixité qui était une vraie richesse. Selon vous, est-ce que le recrutement sur concours participe à cette bonne mixité ? Ah bah oui, ça c'est clair. Il y a les concours sur dossier. Oui, non mais ça me semble une évidence. C'est justement à travers le concours que l'on détermine les capacités, les compétences par des épreuves pour le recrutement. Ouais. Donc là, hommes-femmes, on est tous devant la feuille blanche. Voilà, il faut y aller et à chacun d'y répondre en fonction de son parcours universitaire, professionnel. Donc ce type ce recrutement permet cette mixité. Ouais. Cette approche, c'est que moi, quand je suis en position de recrutement pour mes équipes, à aucun moment la question du genre me vient à l'esprit. Absolument pas. C'est le parcours, c'est les compétences.
Et si j'ai rencontré cette mixité au sein des services de l'État, je dois reconnaître que cette mixité n'existait pas vraiment avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons sur la restauration des monuments historiques. C'est-à-dire que les métiers de la restauration du patrimoine, et je sais que c'est en train de changer, d'évoluer, mais là je vous parle des années 2000, c'était des métiers très masculins. Les couvreurs, les maçons, et finalement il y avait des secteurs de cette activité qui étaient plus masculines et d'autres plus féminines. À chaque fois qu'on avait un chantier de restauration de peinture, il est vrai que les entreprises qui répondaient étaient plus des entreprises où il y avait des femmes, alors que tout ce qui était gros œuvre, pour simplifier, c'était plus des métiers d'hommes. Ça tend à changer. Je l'ai vu pendant toute cette période où on a vu des femmes arriver sur ces métiers qui sont des métiers à haute technicité, des métiers avec un parcours long, un parcours d'apprentissage long. Donc des métiers de passion, et cette passion, aujourd'hui, elle est partagée, et c'est une très bonne chose. J'ai vu aussi des dirigeants, des entreprises dont la tête était prise par des femmes, et c'était un sujet de discussion, parce qu'effectivement, c'était pas évident, et ça fait souvent l'objet, après les réunions de chantier, de discussions. Je me souviens effectivement d'une personne qui avait pris la tête d'une entreprise de charpente couverture et dont on l'évoquait parce qu'elle se retrouvait jeune en plus à devoir diriger des compagnons qui avaient un certain âge, qui avaient des habitudes. Voilà, donc j'ai vu cette progression, cette mixité. Encore une fois, je pense qu'elle existait, elle a continué au sein des services, mais je le voyais dans le secteur privé, dans ce secteur particulier de la restauration des monuments historiques, qui était fortement occupé par des compagnons hommes et qui finalement là commençait un peu à s'ouvrir. Mais bon voilà, il faut dépasser tout ça, c'est évident, pour que ces métiers soient ouverts beaucoup plus aux femmes, et que cette mixité soit aussi parfaitement intégrée sur les chantiers. Enfin, aujourd'hui, de toute façon, quand on conçoit un chantier, c'est pris en compte. Voilà. Avez-vous un message à faire passer aux étudiantes et étudiants qui sont intéressés par le patrimoine ? Ah bah oui, lancez-vous dans l'aventure du patrimoine. C'est extraordinaire, aussi bien dans le champ, dans le domaine privé, parce qu'il y a les cabinets d'architectes, il y a les entreprises, mais aussi dans le secteur public, autant dans les collectivités qu'à l'État et au ministère de la Culture. Le patrimoine, c'est notre environnement au quotidien. Enfin, le patrimoine, on l'a partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, il est partout. Qu'il soit protégé au titre des monuments historiques ou pas, c'est notre paysage, ça fait partie de l'histoire aussi de notre pays. Donc oui, c'est extrêmement passionnant, captivant et enrichissant. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est intéressez-vous à ces métiers-là et prenez le relais. D'ailleurs, les journées du patrimoine cette année vont porter aussi sur la présentation des métiers, parce que oui, il faut qu'on fasse connaître nos métiers. On a des métiers à très haut niveau d'expertise qui sont pas forcément connus. Certains le sont, mais pas tous. Les chargés des documentaires, les ingénieurs du patrimoine, les techniciens, tout ça, c'est pas des métiers qui sont... On connaît les aides d'architectes des bâtiments de France, les conservateurs, mais pas tous les métiers. Donc il y a un vrai travail effectivement de valorisation, de communication autour de nos métiers pour que la chaîne se poursuive, ça c'est fondamental, pour que ça continue dans l'avenir, qu'il y ait à nouveau des candidats sur les concours, s'il y a des concours, et que cette expertise du ministère de la Culture se poursuive parce qu'elle est d'un très haut niveau. Y a-t-il une œuvre ou une personne qui vous a particulièrement inspiré ? J'ai eu la chance, même si ça a été assez bref, de rencontrer Charlotte Perriand. Elle venait de sortir son livre Une vie de création, et elle le présentait. On était au couvent de la Tourette à Éveux, un couvent dessiné, réalisé par Le Corbusier. Donc elle venait faire une conférence autour de son livre, et j'ai pu échanger un petit peu avec elle à la fin de cette conférence. Vous voyez, je suis encore ému parce que c'était vraiment un moment extraordinaire. Parce que franchement, se retrouver face à Charlotte Perriand, quand là c'était en 98, je crois, oui, j'étais tout jeune technicien à l'époque. Et c'est un parcours absolument fantastique. Là, voilà une femme qui
une grande créatrice, architecte, designeuse, qui a produit, qui s'est imposée dans les années 30 dans un milieu qui était extrêmement masculin. Travaillait avec Le Corbusier, Malé Stevens, elle était vraiment avec les grands noms de cette époque-là, de la création, de l'architecture, et elle fait aujourd'hui, elle fait partie de ces grands noms du design, de la création. Avec une approche en plus très sensible, et son parcours même familial, de fille unique qui décide de prendre cette voie alors qu'elle avait des parents qui étaient dans l'artisanat, qui va faire des études, qui va partir au Japon, occuper des postes, revenir et être collaboratrice d'architectes de renom, d'être au sein de l'agence Le Corbusier et d'avoir laissé sa trace, et une trace bien identifiée. Et tout à fait remarquable. Oui, voilà un livre, parce que c'est un livre qui raconte sa vie et son parcours personnel, professionnel. Donc j'invite tout le monde à se plonger dans cet ouvrage. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France qui ont choisi de porter et de financer intégralement ce podcast. Un immense merci aux équipes et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadrenne. Ce podcast a été réalisé par le Studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé et Michel Rommel. Les musiques sont de Unicorn Heads. À bientôt!